Aujourd'hui, on va parler de femmes, de guerrières, de puissantes guerrières. On va parler d'un royaume, une ancienne puissance africaine. Aujourd'hui, on va parler de l'Algodje. On est entre le XVIIe et le XIXe siècle, en pleine Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin. Au sud du Bénin, il existait un royaume, le royaume du Dahomey. Et dans ce royaume du Dahomey, il existait un groupe de femmes, une armée militaire entièrement constituée de femmes, l'Algodje. Alors on les appelait les Algodje, les Minon ou Minon, qui veut dire nos mères en langue de fond, ou les Amazones du Dahomey, en référence aux Amazones de la mythologie grecque. Alors pourquoi une armée entièrement constituée de femmes? Il faut remettre les choses dans son contexte. À cette époque-là, les royaumes africains subissaient beaucoup de guerres entre tribus. Et avec la traite négrière, la population d'hommes diminuait. Pour continuer à approvisionner et défendre le peuple, le royaume du Dahomey va créer l'Algodje. Alors, qui est à l'origine de l'Algodje? Ah, je te vois venir là. Je pense qu'il a une grosse tête, c'est ça? Effectivement, il a une grosse tête. Allez, je te l'accorde. C'est bien lui, le roi Aoug Badja, qui va créer ce groupe de femmes qui au départ seront des Gbeto, des chasseuses d'éléphants. Vient ensuite la reine Tassi Angbe, la fille de Aoug Badja, qui va régner de 1708 à 1711, qui va utiliser les Gbeto, chasseuses d'éléphants, et ensuite va les transformer en une véritable armée militaire. Les Algodje combattent très rarement, mais quand il y a combat, elles combattent avec vaillance. Et elles vont se créer une réputation de combattantes sans peur. Alors comment sont recrutées ces femmes? C'est sous le règne du roi Ngezo, de 1818 à 1858, que les Algodje seront recrutés parmi les jeunes prisonniers de guerre, aussi jeunes que 8 ans. Ce groupe de femmes était aussi recruté parmi les femmes dahomiennes, de manière volontaire ou involontaire. Dans le cas où c'était involontaire, c'était dans le cas où le mari ou le père se plaignait du caractère de la femme. Donc ça donnait quoi? Genre, ça donnait, voilà, ton mari il est là et tu es là, tu fais la folle avec ton mari, tu hausses le ton, tu oses hausser le ton, tu dis écoute, chérie, moi aujourd'hui je fais pas la vaisselle. Oh putain! Elle a dit quoi? Ah, tu fais la folle avec moi? Tu fais la folle avec moi? Ah non, écoute, je vais pas rentrer dans ton délire. Oh le roi! Ouais. Elle me saoule, elle fait trop la mac. Allez, prenez-la, l'Algodje. Allez, zou! Tu fais la folle avec ton père? Et ton père, tu écoutes pas ton père? T'es une voyelle. Ah ouais, t'es une voyelle, une console. Tu veux faire la folle avec moi? Allez. Oh le roi! Ah, y a ma fille là, elle me saoule, elle me casse sous la tête, elle se prend pour une mac, prenez-la. Allez, Algodje. Dans le cas où une femme ou fille dahomienne rejoignait l'Algodje, elle devenait soit soldat ou officier en fonction du rang social de sa famille. Une fois sélectionnée, elle devait passer une formation militaire intense, comme traverser une construction d'épines, ou vaincre un taureau à main nue. Et en cas d'échec, les jeunes prisonniers de guerre sélectionnés étaient vendus pour esclaves. Et celles qui réussissaient, elles intégraient le corps des femmes de guerre du roi, l'Algodje. Comment sont formées les Algodje? L'objectif principal de la formation des Algodje était de créer de véritables machines de guerre en les rendant insensibles à la douleur et à la mort. À travers le combat au corps à corps, à travers l'art martial, la danse, la course, mais aussi en travaillant leur endurance,
et leur rapidité. 1889, un officier naval français, Jean Bayal, a été témoin d'une recrue qui n'avait pas encore tué. Passé un test. Cette recrue, c'était Nanisca. Pendant ce test, ce rite de passage, Nanisca va s'approcher d'un prisonnier, manœuvrer et balancer son épée 3 fois, et puis calmement couper la tête du prisonnier jusqu'à ce qu'elle se détache. Et puis ensuite, elle a nettoyé le sang de son épée et l'avalé. Les algodotiers étaient jugés supérieurs aux hommes soldats de par leur efficacité et leur bravoure. Alors pour vous montrer la mentalité de ces femmes, le genre de délire dans lequel elles étaient, j'ai retrouvé un champ de guerre de l'algodier. Comme le forgeron prend une barre de fer et par le feu change sa nature, ainsi nous avons changé notre nature. Nous ne sommes plus des femmes, nous sommes des hommes. Alors les algodiers venaient de différentes tribus. Pour maintenir une véritable sororité entre ces femmes et en faire d'eux de véritables machines de guerre, elles devaient suivre des règles, des croyances, des coutumes, traditions spécifiques à leur groupe. Les règles sont: elles étaient interdites d'avoir des rapports sexuels, elles étaient interdites de se marier, et pour solidifier le tout, on pratiquait l'excision. Elles devaient consommer des liqueurs contraceptives si il y avait rapport, et elles devaient prononcer un vœu de célibat à une divinité, la divinité d'Ewin. Parmi l'une des traditions des Agodiers, la tradition du retour au village. Le retour au village de ces guerrières était précédé d'une fille à cloche. Et au son de cette cloche, les hommes devaient s'écarter du chemin et ne pas regarder les Agodiers des yeux. Se tourner, mais vraiment! Je ne peux pas te regarder. Non, 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 non. Et si un homme osait regarder un Agodier dans les yeux, il y avait des chances qu'il soit tué. Alors un autre exemple de tradition. Le peuple du Dahomey pratiquait le voodoo. Et pour maintenir la force, la gloire, le pouvoir du royaume, elles organisaient annuellement une tuerie de masse. D'accord? Donc on faisait couler le sang, on coupait des têtes, juste voilà, parce que notre croyance dit que voilà, en sacrifiant ces vies-là, notre royaume va prospérer pendant des années et des années et des années. Quand on parle d'Agodier, on parle de folie. Sous le règne de Gezo, on va observer une accélération de la militarisation du Dahomey. Gezo va donner plus d'importance à l'armée, en augmentant le budget de l'armée, en améliorant la structure de l'armée, en améliorant les uniformes et les équipements de guerre, comme l'utilisation de fusils danois obtenus via le commerce d'esclaves. Alors comment est structurée cette armée? Dans l'Algodier, on avait des officiers, Gahu, des sous-officiers, Awangan et des simples soldats. Il y avait 2 corps et 5 bataillons, avec un effectif de 4000 à 6000 femmes, soit un tiers de l'armée du Dahomey, qui marchait près du roi et combattait que sous ses ordres. Parmi les 2 corps, on avait les Aligossi, qui défendaient le palais et protégeaient le roi, et puis les Djadokpo, l'avant-garde de l'armée régulière. Un bataillon était divisé en 5 catégories de combattants. Les Agbaraya, l'armée de Troublon, les Gbeto, chasseuses d'éléphants, les Nikfengtengtok, chargés de l'équarrissage, les Galamento, l'armée de Winchester, et les Ashers avec les flèches empoisonnées. 1727, le royaume du Dahomey conquérit le royaume de Ouéda, situé sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, le Dahomey prend contrôle de la ville portuaire Ouida, le 2e plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine pendant la traite négrière. L'Algodier va jouer un rôle très important dans la traite négrière. Elle était envoyée à des raids annuels pour capturer des gens et alimenter le commerce d'esclaves.
Je suis tombée sur le récit d'un ancien esclave capturé par l'algodillé, le récit de Cudjo Lewis. Cudjo Lewis, de son vrai nom, Uluwal Kosola, est l'un des derniers esclaves d'Afrique emmenés aux États-Unis. Dans son récit, il décrit comment son village a été envahi par l'algodillé. Il raconte que l'algodillé a envahi son village dans la nuit sombre pendant que les gens de son village étaient tous endormis. L'algodillé, une fois dans le village, a tout brûlé, décapité les plus vieux et les résistants, démembré la mâchoire de certains et capturé les enfants. Âmes sensibles s'abstenir, il raconte aussi dans ce récit que sur le chemin du retour au royaume du Dahomey, les femmes de l'algodillé se trimballaient la tête décapitée de leurs victimes comme des trophées de guerre et parle notamment de l'odeur immonde qui se dégageait de ces têtes sans vie. Alors, je sais déjà ce que vous pensez. Moi, jusque-là, ce que j'en retire, c'est que l'histoire du Dahomey, c'est la conséquence extrême de l'environnement chaotique de l'époque. À l'époque, c'était fréquent quand un ennemi était capturé, soit il était capturé et vendu comme esclave aux Européens. Et le commerce d'esclaves était principalement le moyen d'enrichissement du royaume du Dahomey. Les femmes algodillées, aussi bien vues comme des héroïnes nationales et comme un symbole du pouvoir féminin, elles ont quand même un héritage assez compliqué, lié à leur rôle controversé dans la traite négrière. 1884, la conférence de Berlin. Les pouvoirs européens se divisent entre l'Afrique. 1890, le roi Benanzin est à la tête du Dahomey et va commencer à combattre les Français. La première bataille va se dérouler entre le 21 février et le 4 octobre 1890. Les Français vont remporter cette bataille et prendre le contrôle de la ville de Cotonou. Deuxième et dernière bataille entre le Dahomey et la France. Cette bataille aura lieu entre le 4 juillet 1892 et le 15 janvier 1894. Avec l'aide de leurs alliés africains, sénégalais, Yoruba, Hausa, les Français vont emporter encore cette bataille. C'est la fin de la guerre. Le royaume du Dahomey est placé sous protectorat français le 17 novembre 1894. Il vient alors Agoli Agbo, roi de la ville d'Abomey, de l'actuel Bénin, qui va venir dissoudre l'algodillé. Les Français bannissent les femmes de la politique et les empêchent de servir en tant que soldats et les empêcher d'avoir des opportunités éducationnelles. Les Français et leurs alliés africains témoigneront plus tard de l'incroyable courage et audace des Amazones et diront que leurs adversaires les plus redoutables était l'algodillé. Elles se battaient de manière admirable au combat au corps à corps, cependant tiraient leurs fusils au niveau des hanches au lieu des épaules. Le retour à la vie civile. Beaucoup d'entre elles avaient du mal à s'y faire. Elles avaient des difficultés à trouver un rôle à la hauteur de leur ancien rôle de guerrière. Faut dire que dans leur rôle de guerrière, elles avaient un statut haut placé, elles avaient beaucoup d'opportunités, elles avaient accès aussi à beaucoup de richesses. Du coup, après la dissolution du groupe, beaucoup d'entre elles avaient tendance à créer des bagarres, à se disputer, à se bagarrer. Comme j'ai dit, voilà, c'est des Macs. On les a pris parce que c'était des Macs, on en a fait des machines de guerre et après ensuite ils ont eu du mal à s'y faire. D'ailleurs ça a effrayé les gens autour d'eux. La dernière algodillée vivante, elle s'appelle Naoui. Elle va mourir en 1979, âgée de plus de 100 ans. Il y a un nombre inconnu de femmes qui ont été formées par l'algodillé mais qui n'ont jamais pu combattre. En 2019, l'actrice Lupita Nyong'o va interviewer l'une d'entre elles. En conclusion, je vais adresser la polémique qu'il y a autour du film The Woman King. Certains disent que le film ne devait pas être fait et s'il devait être fait, il devait raconter la réalité en fait de l'histoire parce que si vous avez vu The Woman King c'est une réalité mais c'est une réinvention sur la question de est-ce que le film devait être fait ou pas et s'il devait être fait, est-ce qu'il devait être fait de cette manière-là. Je suis pas là pour débattre là-dessus. Par contre, je dirais que sans ce film, moi je n'aurais pas connu en fait l'algodillé. C'est que quand The Woman King est sorti, que je me suis un peu plus intéressée, que j'ai un peu plus digué
autour du sujet. Le délire de se dire ah oui mais parce que c'était des barbares, donc ils ne méritent pas du tout qu'on mérite pas du tout qu'on fasse un film sur eux. Moi je suis complètement en désaccord là-dessus. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Afrique elle est méconnue. Et c'est pas des choses qu'on apprend déjà à l'école. À l'inverse, les Européens, on a des bouquins, on nous apprend à l'école, voilà, des histoires sur des héros et héroïnes européennes, je veux dire de Einstein, de je ne sais qui, de l'histoire de l'Europe. Ces gens-là avaient aussi un passé, un côté sombre. Ça n'a pas empêché les Européens de raconter leur histoire. De la même manière, je suis absolument convaincue, aussi barbarique qu'elle était, l'histoire de l'Afrique mérite d'être racontée, et notamment l'histoire de l'Algodier. C'est une histoire qui doit rester dans les annales, qui doit continuer à être racontée. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez-moi en commentaire un cœur bleu pour que je puisse voir combien vous êtes. N'hésitez surtout pas à vous abonner, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Et à très bientôt pour d'autres vidéos sur M. Aslama raconte.